Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres du jour. On va commencer par notre focus. Alors que la plateforme YouTube explose en 2013, il décide d'ouvrir sa propre chaîne de vulgarisation philosophique pour les lycéens en pleine préparation du baccalauréat. Et il est depuis devenu l'un des youtubeurs les plus connus d'Internet. Il s'appelle Cyrus North et il est notre portrait du jour. Et puis il a une idée derrière la tech. Il est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Benoît Grudemwald. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, on va faire un arrêt sur les réseaux sociaux et les éléments essentiels pour se protéger quand on y va. Et c'est important effectivement et on en parle avec vous dans un instant. Et puis notre grande question du jour, tout de suite, depuis 4 ans, et notamment, vous le savez, en raison des divers confinements liés à la crise sanitaire du Covid-19, la question de la santé mentale des enfants et des adolescents est plus que jamais mise sur le devant de la scène, avec des chiffres, vous allez le voir, qui sont pour le moins inquiétants. Et on en parle avec notre invité qui en a fait son expertise, le professeur Antoine Flao en duplex avec nous aujourd'hui. Bonjour professeur. Bonjour. Je suis absolument ravie de vous recevoir dans l'émission. Vous êtes de l'Université de Genève, docteur en médecine et puis auteur de ce livre « Prévenez-moi, une meilleure santé à tout âge », un livre dont on va parler, si vous le voulez bien, dans un instant, juste après le focus. Et si l'allégorie de la caverne de Platon, la lithothérapie ou encore l'histoire de Siddhartha Gautama devenaient des sujets super simples à comprendre? C'est en tout cas l'objectif de notre youtubeur du jour. Il s'appelle Cyrus North, il est vidéaste et il cumule plus de 600 000 abonnés sur Internet. Et il est notre focus du jour, un focus signé aujourd'hui par Jean Martineau. Est-ce que vous vous demandez parfois pourquoi les choses sont telles qu'elles sont et pourquoi elles ne sont pas autrement? Je m'appelle Cyrus North et j'essaie de répondre à cette question depuis plus de 5 ans sur cette chaîne YouTube. J'aime comprendre le monde et l'humanité autant que j'aime changer de visage. Sur cette chaîne, je vous apprendrai et vous ferai découvrir plein de concepts, dont certains qui peuvent même impacter votre vie de tous les jours sans que vous vous en rendiez compte. De la philosophie, de la politique, des discussions, de la psychologie, des sketchs, des expériences, des voyages. Il n'y a pas de règles quand on est curieux. Alors il n'y a pas de règles sur cette chaîne. Cyrus North, c'est l'histoire d'un jeune passionné de philosophie plongé dans des études de commerce. Difficile pour lui à travers son métier de montrer le bon côté de la philosophie, aimant partager son savoir et ses moyens mémotechniques, c'est lors d'un stage chez Ubisoft en 2013 qu'il passe le cap de se lancer sur la plateforme YouTube. L'objectif est clair, Cyrus North veut expliquer des choses compliquées de façon simple. Depuis quelques temps, je vous raconte la vie de philosophes. Et franchement, vous me régalez, donc je me dis que ça vous intéresse. Par exemple, il y a Nietzsche qui a fait 600 000 vues, ou Schopenhauer qui a fait 400 000. Mais je pense que ce serait dommage de se limiter aux philosophes purs. Et pour amorcer cette transition, quoi de mieux qu'un personnage qui a marqué la surface du globe avec une philosophie tellement forte que pour certains et certaines, c'est devenu une religion. Ces figurines sont dans tous les salons de massage. Je parle évidemment du grand B2ODA, Bouddha. Voilà la formule magique North qui fait rapidement accrocher le public. Peu de temps après son lancement, sa chaîne YouTube devient virale. En effet, sa manière d'expliquer parle à son public. Chaque année, des milliers d'étudiants se tournent vers ses vidéos pour réviser. Voyant une belle opportunité de mieux transférer son savoir, Cyrus North lance la chaîne L'Anti-Sèche, qui une nouvelle fois est un succès. Plusieurs de ses vidéos dépassent le million de vues. Rocky, ça vous dit un truc ou pas? Voilà, le mec qui fait de la boxe, qui est joué par Sylvester Stallone. Alors pour info, il y en a eu 7 en tout. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le numéro 4. Regardez. Vous avez vu comme le combattant de l'URSS s'est présenté? Comme une machine dénuée de sentiments. Et c'est super important, parce que le film, il est sorti en 1986, et c'est en pleine guerre froide. Et il souligne bien que le plus important dans la guerre froide, c'est pas forcément les affrontements militaires, mais c'est surtout l'opposition entre deux idéologies bien différentes. Comment ça, vous savez pas ce que c'est la guerre froide? Bon allez, c'est parti pour une nouvelle Anti-Sèche. Au fil du temps, Cyrus North a collaboré avec différentes chaînes YouTube, comme notamment le Musée du Louvre, 20 minutes, France TV ou encore Google. Alors, vous l'aurez compris, si vous avez besoin de comprendre et d'apprendre, le rendez-vous est fixé et il se nomme Cyrus North. Je vous embrasse très fort. Love, peace. Ciao. Ciao. Allez, autre chose à présent, suivi rapproché, mesures, formation, accompagnement et même campagne de communication. Pour faire face à la montée des troubles psychologiques chez les jeunes et leur mal-être, le gouvernement se mobilise. Mais la question n'est-elle pas surtout justement de prendre plutôt le mal à la racine en concentrant nos efforts sur le dépistage et la prévention de ces troubles? Eh bien voilà l'une des questions qu'on va poser à notre invité dans un instant dans la première partie du talk.
Et notre invité, il est en duplex avec nous aujourd'hui, professeur Antoine Flao, auteur du livre notamment « Prévenez-moi une meilleure santé à tout âge », un livre dont on va parler effectivement dans un instant. Parce que professeur, je l'ai dit en introduction, de nombreuses mesures ont été initiées ces derniers mois par le gouvernement pour la santé mentale des jeunes, suite notamment aux différents confinements. Vous écrivez dans une très récente tribune dans le magazine Slate que malgré tout, peu semble être fait en matière de dépistage et de prévention des troubles psychologiques chez les jeunes. La question qu'on peut se poser alors, professeur, est la suivante. Est-ce que c'est possible vraiment de détecter de manière précoce les signes d'un malaise, d'une dépression éventuelle chez un jeune ? Oui, alors c'est vrai aussi chez les moins jeunes, mais chez les jeunes, c'est souvent un peu plus compliqué parce que parfois les signes de la dépression ne sont pas exactement les mêmes que ceux des adultes. On trouve par exemple de l'hypersomnie assez fréquemment chez les jeunes adolescents déprimés, alors que les adultes sont plutôt insomniaques quand ils sont déprimés. De la même façon, les adultes ont plutôt une perte d'appétit, on a parfois des réflexes de boulimie par exemple. Donc les symptômes peuvent être un peu différents et pas alerter toujours même les professionnels de santé qui ne sont pas tout à fait au courant. De façon générale, la dépression est sous-dépistée, sous-diagnostiquée. C'est-à-dire que souvent, les gens vivent avec leur dépression, ils souffrent avec leur dépression. Parfois, ils sont pénibles avec leur entourage, si je puis dire, parce qu'ils sont déprimés, ils sont tristes, ils sont négatifs. Et ça n'est pas, c'est vécu comme des troubles de caractère, mais c'est pas vécu comme des troubles de l'humeur. Or, ce sont des troubles de l'humeur, c'est des gens qui peuvent avoir tout à fait un caractère différent lorsqu'ils ne sont pas dépressifs. Et c'est pareil pour les jeunes. Et on attribue cela parfois même à un manque d'éducation ou à une crise d'adolescence. Bref, on banalise, on ne diagnostique pas. Et la conséquence, c'est qu'on ne prend pas bien en charge ces jeunes qui peuvent être déprimés. Il y a aussi toute une sorte de, pas de tabou, mais même de négation de l'existence même de la dépression. Les jeunes devraient être optimistes, tournés vers l'avenir. Ben non, les jeunes, c'est comme les adultes. Ce sont des adultes en devenir et ils souffrent aussi parfois de dépression. C'est ce que j'allais effectivement vous dire. Merci professeur pour cette introduction parce que en faisant des recherches sur Internet pour notamment préparer cette émission, j'étais assez surprise, non pas choquée, mais surprise du fait que beaucoup, et notamment des parents, pensaient, jugeaient qu'un enfant et un ado ne pouvaient pas être dépressifs ou ne pouvaient pas avoir d'idées noires. Et ça m'a surpris. Vous comprenez ces idées reçues ? Je pense qu'on peut appeler ça une idée reçue. Oui, parce que cette idée, elle est bien compréhensible de la part des parents. On a l'impression que l'adolescence, c'est l'ouverture vers le monde, c'est l'envie, c'est la faim de pouvoir, faim au sens appétit de la vie et de vouloir découvrir de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles aventures, etc. C'est tout cela, mais c'est aussi parfois des risques de syndrome dépressif, parfois même sévères. Vous savez que l'un des problèmes de la dépression, c'est le suicide, la tentative de suicide. Il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui attentent à leur vie, alors soit de façon très explicite, très claire, même parfois avec des messages qui sont adressés, ou parfois par des conduites suicidaires, des conduites dangereuses, des conduites addictives, qui sont parfois des équivalents dépressifs. Donc tout cela doit être une alerte et les parents, mais pas simplement les parents, les enseignants aussi et parfois même les professionnels de santé, même les médecins, peuvent passer à côté du diagnostic. Il existe des échelles qui ont essayé de formaliser, particulièrement pour les adolescents, le diagnostic de dépression. Donc on peut tout à fait l'objectiver, ce diagnostic de dépression. Encore faut-il y penser, encore faut-il proposer ces échelles diagnostiques aux patients et les prendre en charge. Donc ce que vous nous dites effectivement, parce que vous nous avez parlé aussi des autres troubles qui peuvent ressembler à la dépression, qui peuvent être vus pour en tout cas des crises d'adolescence, la bipolarité, les troubles du comportement alimentaire, un refus scolaire ou encore un trouble anxieux. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a encore aujourd'hui un peu de boulot à faire sur de la sensibilisation, notamment auprès des jeunes et de leurs parents et de leurs accompagnants, de sa définition, de ses caractéristiques aussi.
Oui, alors d'une façon générale, il convient de déstigmatiser tout ce qui est santé mentale, et ça, il y a du travail à faire. Chez les adultes comme chez les jeunes, on a parfois, encore trop souvent, la tendance à dire que les jeunes ou que les gens doivent régler leurs problèmes par eux-mêmes, ne doivent pas consulter un psychologue ou un psychiatre ou prendre des médicaments. C'est souvent, malheureusement, associé ou considéré comme soit un aveu de faiblesse, soit un risque de tomber dans une autre forme d'addiction qui serait médicamenteuse. Tout cela est assez faux. C'est-à-dire que les médicaments aujourd'hui, par exemple, qui traitent la dépression, pour traiter la dépression, il y a à la fois de la psychothérapie et des médicaments, c'est pas A ou B, le plus souvent c'est A et B, on fait les deux. Eh bien, ces médicaments ne sont pas addictifs, ces médicaments ne se prennent pas pour la vie, ils se prennent généralement pour quelques semaines, ils sont remarquablement efficaces et ils permettent de résoudre un problème aigu, car dans le fond, la dépression est un problème aigu qui nécessite une prise en charge adaptée et qui peut tout à fait se soulager. Maintenant, il existe aussi des facteurs de risque ou des facteurs déclenchant cette dépression qui parfois doivent être prévenus également. Je pense au harcèlement scolaire, je pense au harcèlement qu'on appelle le cyberharcèlement sur les plateformes Internet. Tout cela est une chose dont il faut prendre conscience parce qu'elles peuvent être des facteurs précipitants dans la dépression, voire dans des idées suicidaires. Et il convient aussi de faire de la prévention parce qu'on peut faire de la prévention sur ce sujet aussi. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Antoine Flahault. Effectivement, c'était ma prochaine question. On va parler du harcèlement scolaire, du cyberharcèlement aussi. C'est notamment l'objet de la chronique de Benoît Grudenwald dans un instant. Mais si vous voulez bien, avant de continuer nos échanges, professeur, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Je peux le replier en entier. Après, je peux l'ouvrir jusqu'à 6 personnes. Mais celui-là, il est encore plus impressionnant. Je peux le mettre jusqu'à 12 personnes. On peut faire celui-là en premier, voilà. Oh non, mais j'adore le délire. Celui-là, il va jusqu'à 3 mètres pour 6 personnes. Et alors, celui-là, c'est encore mieux. Là, j'ai 12 chaises assises. Et quand je l'ouvre, attention à toi. Non, mais j'adore. Non mais le délire les enfants. Non mais j'adore. Attends, bouge pas. Là, on peut s'asseoir dessus, mais c'est pas trop écarté. 6 mètres. 6 mètres, ouais, d'accord. Donc là, en plus, il est entièrement modulable. Je peux faire...
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en duplex aujourd'hui avec nous, le professeur Antoine Flahault de l'Université de Genève, docteur en médecine, auteur aussi de ce livre, Perdez-moi une meilleure santé à tout âge. Docteur, on va reprendre nos échanges dans un instant. D'abord, on va laisser place à la chronique de Benoît Grunemwald qui a une idée derrière la tech. Benoît, les réseaux sociaux sont des outils de communication et d'information qu'on sait puissants, évidemment facilement accessibles, mais ils n'échappent pas, eux non plus, aux activités malveillantes. Alors, quels sont les dangers et quels sont les conseils aussi que vous pourriez apporter à la fois aux jeunes, mais aussi pour nous, les adultes? Alors effectivement, il y a des dangers qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, je les classe en 4 catégories. Je dirais que la première, ce sont les arnaques. Deuxième, prédateurs. Troisième, désinformation, de plus en plus, surtout en cette période d'élection. Et dernière catégorie, le cyberharcèlement. Alors, on va parler de tout ça dans un instant. Et c'est des catégories qui concernent principalement effectivement les jeunes, qui sont massivement connectés et qui s'inscrivent de plus en plus tôt aussi sur cette plateforme. Quel est le point sur la situation avec vous, Benoît? Eh bien, c'est une enquête notamment qui a été menée par la CNIL en 2021 et qui montre que la première inscription sur les réseaux sociaux se fait vers l'âge de 8 ans et demi, ce qui est excessivement jeune parce que l'âge légal auquel on peut s'inscrire tout seul est de 15 ans. Et puis, on s'aperçoit aussi que 50% des enfants qui ont entre 10 et 14 ans sont présents sur ces plateformes. Alors, que dit la loi justement à ce sujet? Est-ce que la loi, elle est un peu plus stricte? Alors, la loi, elle est beaucoup plus stricte et elle est stricte à la fois en France, mais également en Europe. On a une mise à jour de la loi qui date de juin 2004, qui a été donc mise à jour récemment, qui s'appelle la loi pour la confiance dans l'économie numérique, la LCEN. Et cette LCEN a été mise à jour avec le Digital Service Act et Digital Market Act, donc ça c'est au niveau européen, qui sont finalement unifier les définitions, notamment des obligations à destination des réseaux sociaux. Donc on pense à TikTok, Instagram, également Snapchat. Et dans ces obligations, il y a une obligation de refuser si l'enfant n'a pas 15 ans, et s'il n'est pas accompagné d'un parent qui l'autorise. La question est de savoir comment. Oui. On est obligé de l'informer, à la fois des risques, mais également des usages des réseaux sociaux. Et les parents doivent pouvoir, s'ils le découvrent, suspendre les comptes. Et aussi, au final, ils doivent pouvoir activer un contrôle parental et un contrôle du temps passer sur les réseaux sociaux avec des notifications. Et d'ailleurs, ça, on le voit régulièrement. Je l'ai d'ailleurs, moi, activé sur mon Instagram pour éviter de passer trop de temps. Moi aussi, parce que j'ai passé quelques heures, effectivement. Et justement, ce temps d'écran, est-ce qu'il fait partie de ces recommandations? Oui, complètement. Il fait partie des recommandations à la fois pour les jeunes, parce qu'ils peuvent rentrer dans un tunnel et ne pas se rendre compte, parce qu'ils n'ont pas forcément d'obligation de faire le dîner ou d'aller chercher les enfants à l'école. Donc, ils peuvent se laisser embarquer, entraîner dans ce tunnel. Mais c'est également vrai pour les moins jeunes, qui vont avoir eux aussi un effet tunnel et qui peuvent se retrouver malheureusement coincés à scroller parce que leur objectif, l'objectif des plateformes est bien de nous laisser le plus longtemps possible sur celle-ci. L'économie de la captation, effectivement, de l'attention. Alors, est-ce que, justement, pour pallier ça, est-ce que le contrôle parental peut aider? Oui, le contrôle parental est un excellent moyen technique parce que ce n'est pas suffisant. Il faut aussi pouvoir accompagner le jeune, mais c'est effectivement un très très bon moyen, notamment pour filtrer des contenus, mais également pour vérifier que les contacts qui sont en relation avec nos plus jeunes sur les réseaux sociaux soient les contacts que l'on connaît et que l'on recommande. Alors, vous avez identifié, on l'a dit en introduction, 4 grandes catégories de dangers. On va commencer par le premier, les arnaques possibles sur les réseaux sociaux. Quelles sont-elles? Elles sont multiples. On va retrouver des arnaques que l'on retrouve aussi, celles que l'on peut recevoir par email. Donc, on va avoir des faux jeux concours, on va avoir des faux dons, on va avoir également des invitations à devenir très riche en travaillant très peu, notamment grâce à des investissements ou de la crypto-monnaie. Et puis, on va avoir de l'autre côté des tentatives d'introduction dans nos réseaux sociaux et notamment par des applications tierces. Et ça, c'est souvent maquillé en jeu où on va vous dire jouez à ceci, participez à ce quiz. Et en fait, en faisant cela, vous allez donner une autorisation à l'application, à vos réseaux sociaux. Et malheureusement, cette application va rentrer dans votre intimité. Est-ce que les moins jeunes sont malgré tout épargnés? Et malheureusement, non. Les moins jeunes ne sont pas épargnés par ce type d'arnaque. Et je pense notamment à ce que l'on appelle la romance scam, l'arnaque romantique. Et les réseaux sociaux sont un terrain de chasse privilégié pour les cybercriminels qui vont bien nous inviter à rentrer en contact, parfois intime avec eux. Et en fait, on va se rendre compte qu'au final, on n'a pas
une personne qui a de bonnes intentions, mais qui va surtout commencer à nous demander rapidement, et ça doit y être un signe, de l'argent pour soi-disant peut-être venir nous voir ou simplement continuer à échanger. Alors justement, pour les plus jeunes, est-ce que les prédateurs sexuels peuvent sévir et quelles sont surtout vos recommandations, Benoît ? Eh bien, effectivement, les prédateurs sexuels utilisent les réseaux sociaux et donc il faut être vigilant quant aux contacts qui sont ceux de nos enfants sur ceux-ci et bien les verrouiller, s'assurer que les contacts sont ceux de la vraie vie et non pas des adultes qui pourraient se faire passer pour des jeunes. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui est maintenant utilisée pour créer des campagnes de désinformation. Où est-ce qu'on en est sur ce point-là ? Eh bien, elles sont vraiment massivement utilisées. Alors, parfois, c'est humoristique. Hein. On a vu certaines vidéos de notre président en train de danser, par exemple. Mais elles sont quand même massivement utilisées pour de la désinformation et par des grandes puissances qui vont chercher à venir influencer le résultat des élections pour emmener nos propres élections plutôt vers leur agenda politique. C'est ça. Un dernier volet aussi de ce que vous nous avez raconté, de ces 4 catégories, surtout le cyberharcèlement. Et oui, et le cyberharcèlement fait des ravages. C'est l'utilisation de moyens de communication numériques pour porter atteinte à l'intégrité morale d'une personne qui, malheureusement, ne peut pas facilement s'en sortir seule parce qu'il y a un effet de masse. Les réseaux sociaux peuvent tout à fait provoquer du cyberharcèlement depuis Paris, mais avoir des répercussions dans d'autres pays, d'autres endroits du globe. Donc, il faut être effectivement très vigilant et faire appel à des professionnels pour pouvoir s'en sortir, notamment l'association e-enfance qui a des aidants que l'on peut appeler de manière tout à fait anonyme, confidentielle, gratuite, et eux vont faire également tiers de confiance avec les plateformes s'il faut retirer des contenus sensibles. Vous avez d'autres conseils à nous donner ? Oui, le premier conseil, c'est de maîtriser ces publications, à la fois au niveau de son propre usage, je pense à respecter la loi, mais aussi au sharenting, c'est-à-dire ne pas partager d'informations et ou de photos de ses enfants, c'est encadré par la loi d'ailleurs, pour éviter que ceux-ci n'aient pas encore leur libre arbitre et soient sur les réseaux sociaux avant même leur âge légal. Bah oui. Bon, une petite conclusion en un mot, Benoît ? Oui, on a passé en revue beaucoup de risques, mais il ne faut pas oublier que le numérique, c'est formidable. Il faut juste avoir les codes, la bonne hygiène informatique, la bonne sécurité, et comme ça, on peut y aller en sérénité. En sérénité, en sécurité, effectivement, c'est important à rappeler. Merci beaucoup, Benoît. Et puis, on va parler justement de ces sujets de harcèlement et cyberharcèlement dans un instant, dans la deuxième partie du talk avec notre invité. Et on va en parler avec vous, professeur Antoine Flao. Vous êtes toujours en duplex avec nous de l'Université de Genève, docteur en médecine et auteur de ce livre « Prévenez-moi une meilleure santé à tout âge ». Effectivement, Benoît Grunenwald, vous l'avez entendu, notre chroniqueur a parlé de ces sujets de cyberharcèlement, de risques numériques. On va en parler dans un instant, mais si vous voulez bien, je voudrais continuer notre discussion sur le fait de réduire en amont, vous en avez parlé, les facteurs de risque qui favorisent la survenue des troubles dont on a parlé à l'instant. Le fait est qu'on doit aussi encore agir pour lutter contre le harcèlement scolaire. L'actualité sur le sujet, vous le savez, est particulièrement lourde. Les jeunes sont victimes parfois tragiques de violences de la part d'autres jeunes de leur même âge et ils se font de plus en plus nombreux. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous deviez faire quelque chose, si vous avez quelque chose à recommander, notamment au gouvernement, cher professeur, pour endiguer ces phénomènes de violence et ces troubles qui touchent les jeunes aujourd'hui ? Alors merci beaucoup pour cette question. En fait, c'est assez rare que l'on pose cette question en matière de prévention comme vous le faites. Et vous avez tout à fait raison de le faire parce qu'il y a des mesures de prévention efficaces que la science a montrées comme étant efficaces pour prévenir, donc pour éviter que le cyberharcèlement existe. Et ces mesures ont été récemment compilées dans un rapport de l'UNESCO en 2019 et essaye de voir de quelle façon on peut lutter. Et je crois que vous l'avez très bien dit dans la chronique à l'instant, la première des choses, c'est déjà d'avoir une législation qui donne des limites, qui fixe des limites. Et comme ça a été très bien rappelé, il faut commencer par se dire que le digital, le numérique n'est pas un ennemi. C'est au contraire, vous l'avez dit, c'est formidable. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aider les enfants, aider la scolarité, aider les enseignants à préparer leurs cours, à répondre à des questions. On a tout aujourd'hui à notre disposition et donc il faut pouvoir accompagner cette révolution numérique qui nous accompagne depuis plusieurs décennies maintenant vers tout ce qui est le bien et l'amélioration, je dirais, de la formation, de l'éducation,
diffusion de toute l'information. Ça n'empêche pas qu'il ne faut pas être naïf et qu'il faut veiller au grain, notamment au grain du cyberharcèlement. Et une des choses qui paraît importante selon le rapport de l'UNESCO, c'est le soutien aux enseignants sur ces questions-là. C'est des approches qui visent aussi à être combinées, c'est-à-dire qui visent à une sensibilisation de l'ensemble des acteurs. Ici, ce sont les enseignants, on l'a dit, mais aussi bien sûr les enfants qui doivent être partie prenante de ces discussions et les parents. C'est-à-dire que les actions de prévention ne sont pas des actions qui sont limitées simplement aux enfants ou simplement aux enseignants, c'est des actions qui sont combinées et collectives. Et oui, il y a aujourd'hui beaucoup de preuves scientifiques qui montrent que ces approches combinées, ces actions auprès des enseignants sont tout à fait efficaces pour prévenir le harcèlement, en sachant aussi, et ça fait partie d'ailleurs de cette formation ou de ce soutien aux enseignants, qu'il faut prendre en compte le fait que les minorités, en particulier les minorités LGBT qui apparaissent dès l'adolescence, sont visées très particulièrement, et pas exclusivement, mais sont vraiment des groupes à haut risque de cyberharcèlement. L'adolescence est une période où on n'aime pas trop la différence, on n'aime pas trop les minorités, et les enfants peuvent être très cruels entre eux, les adolescents également, en particulier vis-à-vis de ces minorités. J'associerais dans ces minorités, par exemple, les enfants qui souffrent d'obésité ou parfois de handicap ou de dysfonctionnement et qui s'ajoutent à leur souffrance ce harcèlement et cette discrimination. Vous partagez cet avis, Benoît, aussi? Oui, complètement. Et il y a également des ressources qui sont disponibles. Je pense à la ressource Pix, qui est une ressource gratuite et que les étudiants vont utiliser pendant toute leur scolarité. Et je pense aussi au guide Cyberfamille, qui a été créé par cybermalveillance.gouv.fr et qui est un guide qui permet de nouer le dialogue justement avec la famille et les enfants pour pouvoir leur permettre de comprendre ensemble, parce que les parents sont eux aussi forcément à éduquer, de pouvoir comprendre ensemble quels sont les bons gestes ou les mauvais gestes, parce que parfois on a un enfant dans sa famille qui, sans le savoir, va pouvoir mener des campagnes de cyberharcèlement, soit en se joignant à ceux qui cyberharcèlent, soit en le faisant sans savoir qu'il le fait. Et donc ce guide va permettre aux parents de se connecter avec les enfants et de pouvoir endiguer, si besoin est, un problème. Ouais, effectivement, on est tous responsables face à ce sujet. Merci en tout cas pour ces conseils. Et puis c'est l'occasion aussi pour moi de parler d'un autre sujet. Vous parliez justement du rôle des enseignants, chers professeurs, dans ces sujets d'éducation et de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement. On va parler aussi d'un autre sujet qui concerne aussi les enseignants, puisque Chamseddine, un collégien scolarisé au collège des Sablons à Viry-Châtillon, en Essonne, est décédé mi-avril de la suite de ses blessures après avoir été tabassé par plusieurs individus. Tué pour, semble-t-il, avoir parlé sexualité avec la sœur de l'un de ses agresseurs. Un événement évidemment absolument tragique, et on sait pourtant combien l'éducation à la sexualité est le parent pauvre de l'éducation nationale. Un enseignement que vous jugez essentiel, professeur. Oui, il faut arriver à parler de ces questions-là. Les problèmes de sexualité, les problèmes de genre, les problèmes de harcèlement ne doivent pas être des tabous. On ne doit pas mettre la poussière sous le tapis, c'est peut-être cela que l'on apprend et que l'on retient. Il y a en plus quand même aujourd'hui un regain de violence admise. C'est là où toute la législation en vigueur doit être appliquée de façon très inflexible. Il faut également, dans toute cette lutte, penser aux harceleurs. Je crois que Benoît l'a dit à l'instant, les harceleurs sont très souvent, en réalité, des enfants ou des adolescents qui ont aussi été harcelés. Et de ce fait, quand je dis penser aux harceleurs, ce n'est pas pour les excuser, c'est évidemment inexcusable de harceler quelqu'un, mais il va falloir les prendre en charge. Ce sont des jeunes. Il va falloir qu'ils soient également pris en charge pour, d'une part, mettre fin et cesser tout harcèlement, mais aussi parce que l'accompagnement sera nécessaire pour la reconstruction dans un mode plus paisible, moins violent, et en tout cas tout cela doit être vraiment pris en compte de façon très très globale.
La santé mentale des jeunes et puis tous les sujets qui tournent autour, effectivement, sont essentiels. Merci en tout cas 1000 fois à vous, professeur Antoine Flahault, d'avoir été parmi nous aujourd'hui et d'avoir essayé de nous avoir aidés, en tout cas, à y comprendre et à aborder ces sujets de manière un petit peu différente, notamment grâce à votre livre que je rappelle, Prévenez-moi, une meilleure santé à tout âge. Merci, merci beaucoup à vous. Merci aussi à vous, Benoît Grunemwald, d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour tous ces nombreux conseils, comme d'habitude. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, comme tous les jours, on se retrouve dès 12h30, dès demain sur School TV. Bonne journée.